Le secrétaire d'État des relations avec le Parlement, Roger Carucci, sera ce soir le principal invité de Bouge la France, l'occasion d'un point sur l'actualité parlementaire. En ces temps de crise, une crise dont l'un des effets les plus visibles est ce soir encore la chute de la monnaie européenne par rapport à la devise américaine. C'est donc ce soir l'heure de la revanche du dollar. L'analyse de Jean-Louis Gombaud sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. C'est vrai que l'euro est au plus bas depuis mars 2007, m'avez-vous dit, 1,31. C'est vrai que depuis un moment, on voyait un euro qui était même étrangement élevé par rapport au dollar. Le rééquilibrage est assez net, surtout depuis un mois et demi en fait. Sauf que qu'est-ce que ça cache en fait? Oui, parce que normalement, on devrait à tous applaudir. Ça fait 2-3 ans qu'on n'arrête pas de dire à la BCE de baisser ses taux d'intérêt de façon à ce que l'euro baisse, que ça nuit à notre compétitivité, etc., etc. Et effectivement, depuis un mois et demi, depuis juillet, l'euro a quand même baissé de 20% par rapport au dollar. Ça, la première bonne nouvelle. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que le pétrole, lui, a baissé de 50%. Donc une baisse de 20%, une baisse de 50%. Tout ça, ça nous fait quand même des éléments de rebond. Question, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et c'est ça qui atténue un petit peu la bonne nouvelle. Et se cache derrière que, c'est ce qui explique le rebond, le recul prononcé d'aujourd'hui, c'est que Ben Bernanke a dit, maintenant, il est temps que le Congrès des États-Unis se réunisse pour mettre en place un plan de relance. Quand vous parlez de repli aujourd'hui, vous faites allusion au Dow Jones à l'euro. Ah, d'accord. À l'euro. Dès que Bernanke a déclaré hier cela, l'euro a imprimé une marque. Pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, les bourses ne vont pas bien. Bon, il y a des moins rebonds 2,5 pour le Dow Jones ce soir. Voilà, les matières premières, c'est pas bon. L'immobilier, c'est pas bon. Alors c'est très difficile de savoir pourquoi une monnaie se renforce par rapport à une autre. Mais aujourd'hui, le calcul est le suivant. S'il y a de la reprise quelque part dans le monde, ça serait plutôt aux États-Unis, car visiblement les Américains ont l'intention de mettre le paquet, alors que quand on regarde l'Europe, on voit bien qu'il y a des efforts nationaux par-ci, par-là qui se font, mais on ne sent pas la volonté, comme il y a eu un plan, disons, de recolmatage des banques, on ne sent pas une volonté collective de mettre en place un plan de relance. Donc, on achète la monnaie du pays qui a le plus de chances ou le moins de malchance, je ne sais pas, d'avoir un rebond économique. Donc derrière cette baisse de l'euro, il y a une défiance par rapport à la croissance économique européenne et une relative confiance, le Dow Jones a baissé de 2,5%. Et le Nasdaq de plus de moins 4. Moins 4, et une relative confiance à un rebond de la croissance américaine. Alors vous avez évoqué l'immobilier. L'immobilier en Europe et en France en particulier, ça marche pas terrible. Il subit la crise, ça on s'y attendait. Là, les chiffres sont tombés sur les crédits immobiliers. Ils ont baissé de 26% sur un an. Est-ce que ce sont les acheteurs qui sont frileux, avec la crise, n'osent pas y aller, ou les banques, comme on l'a dit, qui ne prêtent plus d'argent ou avec beaucoup de restrictions? Je crois que c'est plutôt c'est les deux. C'est les deux. Mais le fait que les banques serrent la vis du crédit, vous avez quand dans un pays, la baisse des crédits immobiliers baisse de 26 du quart, en un an, c'est absolument considérable. Dans l'étude qui a été publiée aujourd'hui, cet après-midi, ils disent que ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu une inflexion. Et il faut reprendre les autres chiffres. En un an, les transactions immobilières ont baissé de 40%. En un an, les investissements immobiliers ont baissé de 53% et même 64% dans l'Île-de-France. Donc on arrive à des inflexions particulièrement significatives. Tout ça c'est pas encore vu sur les prix de l'immobilier qui restent relativement stables, une baisse de 0,1, de 1%, mais c'est clair qu'on va voir une inflexion du prix immobilier. Et ce blocage du crédit, d'après la société Altares qui a publié ses recensements aujourd'hui aussi, eh bien, ça a provoqué une montée de 17% des défaillances des entreprises. Les entreprises ont du mal à trouver du crédit et même de 23% pour les entreprises industrielles. Et des défaillances qui atteignent maintenant l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, même les entreprises de plus de 100 salariés. Donc, on voit bien que le cœur du problème aujourd'hui en France, c'est bien la distribution du crédit qui fait que comme elle est bloquée, eh bien tout est bloqué. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la reprise, qu'on attend, mais qui viendrait apparemment plutôt du côté des États-Unis. Alors si c'est le cas, à quoi ça sert d'avoir réinjecté autant d'argent en Europe, directement et en garantie, comme on l'a vu avec les banques? Alors justement, on part de l'idée suivante.
Ce qui bloque, c'est le fait que la distribution du crédit ne s'opère plus. Et effectivement, depuis hier, les autorités françaises ont décidé de débloquer 10,5 milliards à l'avantage pour les banques, pour leur donner les moyens de prêter cet argent. Monsieur Fillon a dit il faudrait que vous augmentiez la distribution du crédit de l'ordre de 3-4%. Ça a l'air significatif, mais si vous regardez de combien augmentait la distribution du crédit en France au printemps dernier, c'était à un rythme de 15% par an. Autrement dit, les 3-4% sont quand même extrêmement modestes. Ils seront extrêmement modestes pour permettre le financement d'une reprise économique en France. Puisqu'on parlait de Wall Street, ça y est, c'est le cours de fin de Dow Jones à moins 2,58 et du Nasdaq à moins 4,16. Donc ce soir, puisqu'on va rester dans l'économie, maintenant sur le plan juridique, puisqu'on a parlé des plans et des réductions de personnel, on va voir ce à quoi on a droit et comment on peut se défendre avec Sabine Cordès. La Redoute qui annonce le licenciement de 650 personnes. La crise économique touche déjà de nombreuses branches de l'industrie comme du commerce. Quand plan social rime avec crise financière, Sabine Cordès, notre spécialiste juridique, et ce soir, comme chaque mardi, l'invité de Pierre Slay. Bonsoir Sabine. Bonsoir Pierre. C'est vrai qu'on vient d'en parler avec Jean-Louis. La croissance ralentit en ce moment. Chacun redoute les manifestations de la crise. On assiste à des réductions de personnel. On l'a vu chez Alcatel, on l'a vu chez Renault, chez Google également. On en entend peut-être du côté de France Télévisions avec la nouvelle réforme. Mais c'est vrai qu'on a du mal à voir la différence. Alors avant, ça s'appelait le plan social. Maintenant, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi, les départs volontaires, les départs en retraite. Aidez-nous à faire le tri de ça et à y voir plus clair. Ce qui s'appelait le plan social avant, c'est devenu quoi? Alors, ce qui s'appelait anciennement le plan social est devenu, depuis la loi de modernisation du travail du 17 janvier 2002, le PSE, c'est-à-dire le plan de sauvegarde de l'entreprise. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est l'objectif qui va être poursuivi par le chef d'entreprise. On va décider de procéder à des licenciements, mais également à des reclassements de salariés et également à des départs volontaires. C'est-à-dire qu'on va analyser la situation de tous les salariés de l'entreprise pour voir quel plan adopter. Voilà ce qui est l'objectif de la loi. Alors, le plan de sauvegarde de l'entreprise, il s'applique à quelle entreprise? Aux entreprises de plus de 50 salariés, nécessairement, et dès lors que le chef de l'entreprise décide de licencier dans une durée d'1 mois, c'est-à-dire de 30 jours, plus de 10 salariés. À ce moment-là, il va mettre en place, soit de façon unilatérale, soit avec les organismes qui représentent les salariés au sein de l'entreprise, c'est-à-dire avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, le plan de sauvegarde de l'entreprise. Ce plan peut prévoir simplement des licenciements ou des licenciements et des reconversions en interne ou en externe au sein même de l'entreprise, ou encore des plans de départ volontaire. S'il s'agit des départs volontaires et des licenciements, les salariés de l'entreprise ou qui auront souscrit à ces licenciements ou fait l'objet plutôt de ces licenciements ou souscrit à ces départs volontaires bénéficieront des indemnités de licenciement et l'entreprise sera exonérée des charges sociales. Pourquoi? Parce que ce qui est toujours poursuivi, ce qui est toujours l'intérêt de l'entreprise et ce qui est poursuivi, une fois encore, c'est d'essayer de préserver et de sauvegarder le maximum d'emplois en essayant de faire soit des départs volontaires pour les gens qui seraient en pré-retraite, on l'avait vu il y a quelques années pour la Samaritaine, il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, et également le but étant d'essayer de faire de la reconversion et de la formation continue. D'accord. Alors qui décide en fait qu'il y a plan ou pas? Est-ce que c'est le directeur de l'entreprise, le chef d'entreprise, ou est-ce que ce sont les chiffres, la conjoncture qui lui dit qu'il faut licencier? Alors, il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Soit, comme on l'a vu la semaine dernière, la société est en plan de situation de redressement, c'est-à-dire que son actif disponible lui permet plus de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire qu'elle est trop endettée, elle doit licencier, elle a plus de 50 salariés. Là, le plan de sauvegarde de l'entreprise est obligatoire. C'est-à-dire, on va procéder au licenciement, c'est obligatoire, avec un administrateur judiciaire. Ça, c'est un cas particulier. Dans le cas d'une entreprise qui a simplement des alertes, avec des signaux qui lui montrent qu'effectivement,
effectivement, compte tenu de la conjoncture comme la crise actuelle, ne lui permet plus actuellement de garder autant de salariés qu'elle a. C'était le cas de Renault récemment, qui c'est vrai globalement gagne de l'argent, mais en perd dans les endroits où ils ont fait des compressions de personnel. Exactement, donc on fait des compressions de personnel, on modifie le temps de travail, éventuellement on augmente le temps de travail en licenciant un certain nombre de salariés et en décidant avec les syndicats de l'entreprise, avec les représentants du personnel et avec le comité d'entreprise, parce que ça ne se fait pas seul, tout ça sous la surveillance de l'administration du travail qui est informée, le contrôleur du travail est informé systématiquement en même temps que les délégués de l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise, de la décision du chef d'entreprise ou la décision collective, parce que ça peut être une décision collective des comités et du chef d'entreprise. Alors plus rapidement, Sabine, est-ce que c'est la même chose dans le privé et dans le public ? Non, bien sûr que non, Pierre. Dans le privé, on est dans des contrats de droit privé avec une possibilité qui s'applique, c'est le Code du travail. En matière de droit public, sauf pour les... Il n'y a pas de plan social dans le public. Ce sont des agents de droit public ou des fonctionnaires. La loi n'est pas du tout la même. La compétence juridictionnelle n'est pas la même non plus. Ce sera le Conseil des prud'hommes en droit privé et le tribunal administratif en droit privé, en droit public. Donc la compétence n'est pas du tout la même. Ensuite, un plan peut frapper toutes les couches de hiérarchie de l'entreprise. Toutes les couches de l'entreprise peuvent être frappées par le plan, que ce soit les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les salariés, les employés. Tout le monde peut être frappé dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, puisqu'une fois encore, le but, c'est d'essayer de sauvegarder l'entreprise, sauvegarder les emplois et malheureusement pour certains, les supprimer ou compresser le temps de travail, parce que ça peut aussi être une réduction du temps de travail. Quand l'entreprise et les salariés concernés ne sont pas d'accord, comment ça se règle? Qui a raison finalement? Comment ça se juge? Est-ce qu'il y a des recours? Oui, bien sûr, il y a un recours individuel du salarié qui fait l'objet d'un licenciement, par exemple dans le cadre du plan de sauvegarde de l'entreprise. Le salarié qui fait l'objet d'un licenciement peut solliciter l'annulation du plan et sa réintégration. Mais également, l'administration du travail peut considérer que le chef d'entreprise n'a pas respecté le plan, qui est une forme de contrat entre lui et la société qu'il dirige et ses salariés, et l'administration du travail peut poursuivre la nullité du plan et demander la réintégration des salariés. Il en est de même des syndicats et du comité d'entreprise. Très bien, merci beaucoup Sabine. On va parler de politique maintenant et notamment du Parlement qui a vécu aujourd'hui, le Parlement que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, une journée agitée avec Roger Carucci. Un Parlement frondeur en ces temps de crise, à l'Assemblée comme au Sénat. Les parlementaires font entendre une voix nouvelle, voix parfois grinçante, aux oreilles du gouvernement. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État des Relations avec le Parlement, Roger Carucci, répond ce soir aux questions de Bouge la France. Bonsoir Roger Carucci. Bonsoir. Vous tombez bien aujourd'hui. On a une magnifique journée. On a une magnifique journée à la fois à l'Assemblée nationale où finalement la gauche s'est ralliée à la droite et au Sénat où la droite s'est ralliée à la gauche. Est-ce que c'est ça le nouveau Parlement? C'est pas si simple. Sur le Grenelle de l'environnement, effectivement, nous avons un vote massif puisque il y a, de mémoire, 4 votes contre sur les 577 députés et tout le reste est pour. Donc effectivement c'est un vote massif à l'Assemblée nationale. Et c'est la première fois depuis très longtemps. J'espérais, pour être franc, ce type de vote sur certains textes comme le RSA, le revenu de solidarité active, et on ne l'a pas eu parce que il y a eu un certain nombre de raisons pour lesquelles une partie de la gauche en tout cas ne l'a pas voté. Là, il y a un vote massif. Effectivement, voilà un texte gouvernemental de Jean-Louis Borloo qui correspond à quelque chose qui est très fort dans l'opinion publique. Il faut dire aussi que dans le débat, il y a plus de 2000 amendements et le gouvernement a accepté un paquet d'amendements de gauche, donc ça a dû un petit peu contribuer à faire en sorte que la gauche se rallie à ce texte. C'est d'autant plus important que le président de la République tient beaucoup à la négociation européenne sur le paquet énergie-climat qui est en cours, et donc ça donne en plus des armes à la France pour lancer cette négociation. Alors en revanche, au Sénat, c'est l'inverse. Une sorte de camouflet quand même pour Christine Boutin sur la loi sur le SRU. J'entends bien. Comment vous l'interprétez ça? Revenons à la réalité. L'article 17 de la loi sur le logement dit, dans le texte du gouvernement, eh bien dans le cadre des 20% de logements sociaux qui doivent être construits dans chacune des villes, dans le cadre de la loi dite SRU, on comptera dorénavant
l'accession populaire à la propriété. L'accession populaire à la propriété qui est en réalité ouverte strictement aux mêmes. C'est évidemment, ce sont des logements sociaux et c'est destiné à ce que des gens dans le logement social soient propriétaires et non plus seulement locataires. Alors, ça a été un des points de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je veux dire, c'est pas un élément nouveau qu'on a sorti. Certes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le débat au Sénat, et c'est vrai dans le débat avec certains à l'Assemblée, certains sénateurs ou certains députés disent nous, sur ce qu'était l'article 55 de la loi SRU, il y en a eu beaucoup, hein, on veut pas. Certain, oui, hein. mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas qu'ils sont contre l'accession populaire à la propriété. Bien sûr que non. Ils sont plutôt tous pour. Et je vous rappelle que un sondage qui vient de sortir, fait par le CREDOC, organisme indépendant, dit 84% des Français sont favorables à l'accession populaire à la propriété. Et les parlementaires sont pas plus fous que les autres. Eux aussi sont favorables. Mais certains disent, est-ce qu'il faut... les sénateurs? Non, ils ne veulent pas, pour certains, qu'on réouvre aujourd'hui le débat sur l'article 55 de la loi SRU, devenu le 17 de la nouvelle loi. Ils disent, si on ouvre, et pourquoi on mettrait pas les cités universitaires? Et pourquoi on mettrait pas d'autres éléments? Et donc, plutôt que de réouvrir le débat sur l'article 55, on dit, on réouvre pas, on supprime l'article 17, comme ça on n'en parle pas. Moi, je comprends le fait que certains veulent pas réouvrir aujourd'hui, mais je trouve que l'accession populaire à la propriété, qui est destinée, je le dis bien, aux mêmes catégories sociales, et qui permet simplement à des gens qui aujourd'hui ont des revenus, des ressources relativement modestes, de devenir vraiment propriétaires. Et chacun sait que sur le marché libre, c'est impossible aujourd'hui vu les prix. Eh bien, pourquoi bloquerait-on le fait que certains, ayant ce type de revenus, ne puissent pas accéder à la propriété? Je trouve que c'est absurde. Alors, ceci étant, comme l'a dit Christine Boutin, l'article 17 a été supprimé hier soir par le Sénat. Le texte, naturellement, qui sera transmis à l'Assemblée nationale, sera le texte du Sénat. Jean-François Copé est inquiet, il dit c'est embêtant quand même, il faut que le Premier ministre tranche. Mais alors qu'est-ce qui décide? C'est le gouvernement qui fait passer les lois coûte que coûte ou c'est le Parlement? Il y a débat. C'est le gouvernement, pour le moment, qui, sur les projets de loi, à l'initiative des projets de loi, les parlementaires ont les propositions de loi. Sur cet élément-là, eh bien, nous allons voir, le texte ne revient à l'Assemblée qu'au mois de décembre, donc on a quand même 1 mois et demi devant nous. Il va y avoir une réflexion au sein du gouvernement, une discussion avec naturellement les députés, pour voir si cet article 17 qui nous apparaissait comme un bon article, parce qu'il ouvrait l'accession sociale, l'accession populaire à la propriété, si cet article réécrit, modifié, etc., peut être repris, ou s'il y a blocage. On va voir, ça s'est produit hier, laissez-nous un peu de temps. Dans ce cas-là, vous intervenez comment? Parce que c'est votre travail de faire la navette, d'aller voir les uns et les autres. Là, oui. Un vrai bonheur, tous les jours que Dieu fait en ce moment, c'est ça que vous voulez savoir. Mais il n'y a pas de souci. Je vais vous dire une chose simple. Il ne faut pas, chaque fois qu'il y a un vote ou un débat, au Sénat ou à l'Assemblée, dire drame dans la majorité. Ou alors, sinon on dit majorité Godillot, vous n'avez rien le droit de dire, rien le droit de faire. Je vous donne un texte, vous êtes prêts de lever la main, et puis c'est tout. Bon. C'est plus ça. C'est plus comme ça. Mais c'est fini ça depuis longtemps. Est-ce que c'est le nouveau Sénat justement, le Sénat qui voulait se rajeunir, prendre de l'autonomie, montrer plus de dynamisme? Est-ce que finalement c'est bon pour son image ce qui s'est passé? Moi je trouve que pas que là-dessus, sur le débat sur le texte logement, sur le débat sur la crise financière, sur le débat même sur l'Afghanistan, j'espère sur le débat RSA qui vient, le Sénat assume toute sa part dans le débat. Il y a l'Assemblée qui assume la sienne et le Sénat qui assume la sienne. Qu'il y ait débat, même au sein de la majorité, ça ne me gêne pas, à condition qu'à l'issue du débat, si je puis dire, Assemblée-Sénat, nous trouvions une voie acceptable pour l'ensemble du Parlement et qui correspond à la politique suivie par le gouvernement. Parce que c'est quand même la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement, qui soutient le président de la République. Et là, par exemple, l'accession populaire à la propriété, c'était dans notre programme de campagne présidentielle. Sauf que puisque vous dites que c'est votre travail effectivement de faire la navette et de regarder un petit peu ce qui se passe, aujourd'hui c'est compliqué de convaincre même la majorité, parce que entre les centristes, entre les raffarinistes, excusez-moi, et le reste de l'UMP, il faut arriver à convaincre quasiment 3 entités. Oui, mais si vous voulez me dire que j'ai pas le job le plus facile de la République, je vais vous dire, je m'en étais rendu compte.
Si vous voulez dire que je dors peu, je m'en étais aussi rendu compte. Et ça va pas de mieux en mieux. Et vous voulez dire par là qu'il faut que je prenne de la vitamine. Je vous remercie infiniment pour la suite des opérations. Mais toujours est-il, oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas avoir fait une révision constitutionnelle à l'initiative du président de la République, disant on va rééquilibrer les pouvoirs, donner plus de pouvoir au Parlement, et dire ah ben oui, mais on ne veut pas, entre guillemets, d'ennui au Parlement. Si vous donnez plus de pouvoir au Parlement aux représentants de la nation, il faut accepter l'idée qu'il y ait des débats, qu'il y ait parfois des votes qui ne vous plaisent pas, qu'on revienne dessus, qu'on discute beaucoup en amont. Il faut que, naturellement, tous les ministres travaillent beaucoup plus en amont avec tous les parlementaires. Ça va devenir compliqué pour les ministres. Ils vont avoir la pression avant d'aller dans l'hémicycle. La règle. C'est-à-dire qu'il va falloir que très en amont, ils parlent beaucoup avec les parlementaires, avec les commissions, qu'ils convainquent les rapporteurs, qu'ils fassent en sorte que le boulot soit fait en amont pour avoir moins d'amendements après. À propos de commission, la prime transport de l'Assemblée est supprimée en commission, justement. Ça, on va voir. Nicolas Sarkozy voulait un Parlement dynamique et actif. Là, c'est bon. Oui, alors là, on va avoir une petite discussion. En 2 mots sur la prime transport. On va voir ce que l'on fait. Mais qu'est-ce que disent certains députés? Ils disent, vous vouliez, entre guillemets, une prime transport pour compenser la hausse considérable du prix de l'essence et du pétrole. Le pétrole qui avait atteint $150 le baril. Évidemment, il est retombé à $70 le baril. Alors on se dit, enfin certains, mais Pierre Ménior et d'autres disent, sur le coup, on est revenu au tarif d'il y a bien longtemps, à un moment où personne ne parlait de prime de transport parce que le tarif était acceptable de l'essence, etc. Alors il faut qu'on regarde, parce que moi je considère que au-delà du simple tarif du pétrole, il y a d'autres éléments qui avaient induit la volonté de créer la prime transport. Donc là-dessus, on va avoir dans les jours qui viennent une discussion entre la commission concernée à l'Assemblée et le gouvernement. Et naturellement, Éric Woerth va s'occuper de ça avec capacité, compétence et dynamisme. L'UMP répète depuis plusieurs mois que le PS fait de l'opposition systématique, vote systématiquement contre. Bon, aujourd'hui, le PS vous a donné tort. Le PS ne nous a pas donné tort. Le PS pouvait difficilement ne pas voter le Grenelle de l'environnement. Il y a eu un travail fait, justement. Quand vous dites on a mis certains amendements du PS, peut-être que c'est pas fait assez sur d'autres lois. Est-ce qu'il ne faut pas faire participer un peu plus le PS, justement? S'ils veulent rentrer dans la majorité présidentielle, on peut ouvrir. Mais la preuve, c'est qu'ils sont capables de voter les textes. Oui, rarement. Parce que quand même, sur RSA, ils auraient dû voter, sincèrement. Sur le revenu solidarité active, ils auraient dû le voter, ce texte. On verra ce qu'ils font d'ailleurs au Sénat. Ils disent au Sénat qu'ils veulent s'abstenir. C'est déjà un premier pas. Oui, c'est vrai. Ils pourraient aller jusqu'au vote positif, à mon avis, vu l'importance et l'ampleur du texte pour les gens exclus et qui retrouveraient de l'emploi. Mais la vérité, c'est que peut-être que le fait qu'on ait dit au groupe socialiste, attendez, surtout à l'Assemblée, franchement, sur le texte intéressement et participation, 5 articles dans le projet de loi, 1800 amendements. C'est déraisonnable. Ça ne correspond à rien. D'ailleurs, certains de ces amendements étaient présentés 48 fois à l'identique par 48 députés différents. Ça, c'est du blocage et de l'obstruction. Alors, on l'a dénoncé, on l'a dit. Et moi, je le redis. Je préfère un groupe socialiste qui apporte ses convictions, ses amendements. Et à la limite, si certains peuvent convenir, on les prend, qu'un groupe socialiste qui dit non, à Bassarco, et qui dépose des milliers d'amendements. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, il faut un travail positif. Eh ben, si les groupes socialistes à l'Assemblée et au Sénat sont décidés à le faire sur les autres textes, banco. Alors, il va y avoir un autre problème, c'est le calendrier, parce que tout prend du retard en ce moment, et on l'a vu ici, parce qu'on avait programmé avant-hier un débat sur les RSA en pensant qu'on allait tomber le jour pile, et finalement c'était le lendemain, et probablement demain maintenant. Demain. Et donc j'espère finir le texte. Ça va être comme ça pour tout, la loi pénitentiaire, la réforme de l'hôpital, c'est repoussé à quand? C'est pas tout à fait la même chose. Il y a les textes inscrits qui peuvent un peu prendre du retard, soit parce que les débats sont longs, soit parce qu'il y a beaucoup d'amendements, soit parce qu'il y a des choses en urgence. Par exemple, le texte logement a pris l'équivalent, si je puis dire, d'une journée de retard, parce que nous avons instillé dans le calendrier parlementaire, et je pense que tous les Français en sont d'accord, en extrême urgence, le texte, la loi de finances rectificative sur, justement, le plan de sauvetage des banques, etc. Et je crois que pour l'épargne de chacun des Français, tout le monde comprend bien qu'on a pris une journée. Donc, je reconnais que j'ai pris à Madame Boutin et à son texte logement une journée.
quasiment que je lui rends aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des choses. Il faut que le Parlement soit réactif. La société française, elle n'a pas un calendrier sur des mois. S'il y a une crise, s'il faut sauver un certain nombre de secteurs en matière d'emploi, en matière d'épargne, il faut accepter de bouger. Alors, et ça, c'est normal. Si le Parlement... Mais pour autant, je reconnais qu'il y a des textes qu'on ne va pas réussir à faire passer avant Noël, par exemple. Mais pourquoi, quand on me dit il faut que ce soit avant Noël, qu'est-ce qui se passe après Noël? On ne parle plus au Parlement? Le Parlement, non, il est là. Il y a des urgences aussi. La réforme de l'hôpital, c'est quelque chose que tout le monde attend. Mais bien sûr. Et donc, je pense que là, si par bonheur, les textes en cours, les textes en cours, la mobilisation des gardiens de prison. Attendez, ne confondons pas un certain nombre de mesures qui sont dans le budget justice. Quand vous parlez des prisons ou des gardiens de prison, si c'est uniquement des éléments de construction, de salaire, etc., c'est le budget, ça, c'est pas un texte pénitentiaire. De la même manière, quand on dit le texte hôpital, il y a le budget santé. Au travers des budgets, vous pouvez prendre les mesures urgentes, qui sont les mesures fiscales, financières, d'investissement, etc. Et puis, il y a des textes d'organisation qui, eux, peuvent venir au mois de janvier, si nous n'avons pas fini en décembre. Mais là, le texte logement est essentiel, le revenu de solidarité activité est essentiel, intéressement et participation, c'est du pouvoir d'achat pour tous les Français. Il y a quand même beaucoup de choses. Et cette session d'automne, elle est essentiellement sur le pouvoir d'achat des Français. Alors un Parlement plus actif, plus réactif également, peut-être plus contestataire. Finalement, c'est le changement de constitution qui a permis ça. Vous avez la révision avant l'heure. Vous avez mené une action un petit peu d'information qui s'appelle Bouge la Constitution, justement, pour sensibiliser les jeunes. Et en particulier, vous avez fait ça avec les jeunes de Skyrock et de Sciences Po également. Qu'est-ce que disent les jeunes là-dessus sur entre guillemets, on va vous demander des droits d'auteur sur le titre presque, parce que Bouge la France, Bouge la Constitution, c'est quand même pas loin, c'est un bon titre. Ça y est. Ça vous a pas échappé. Que disent les jeunes là-dessus? On a des réactions très contrastées. Vous avez un paquet de jeunes, soyons francs, qui n'ont jamais vu la Constitution, qui se demandent sincèrement si tout ça n'est pas complètement décalé, dépassé, etc. Et qui, quand ils lisent les articles, puisqu'on a mis chacun des articles, et sur chacun des articles, peuvent faire des commentaires, poser des questions, c'est très interactif. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes disent... Ça, franchement, c'est complètement dépassé, c'est un texte qui correspond pas aux réalités de la vie, etc. Et puis vous en avez beaucoup qui posent des questions, qui disent est-ce que le président de la République... Les questions qui reviennent le plus beaucoup de questions sur le président de la République. Est-ce que il a tel ou tel dans le Parlement? Est-ce que c'est bien qu'il aille devant le Parlement? Et puis beaucoup, de manière très concrète, est-ce que le président de la République peut nommer un tel? Est-ce que le président de la République, c'est celui qui fixe les prix? On a des... Non mais, sincèrement, on n'a pas que des éléments très doctrinaux sur la Constitution. Beaucoup de questions concrètes avec... Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on se dit, c'est un public plutôt jeune, on se dit, ils ont une vision de nos institutions qui est une vision très concrète par rapport à une vision un peu intellectuelle que peuvent avoir les parlementaires ou un certain... Et donc, ce qui est intéressant, c'est de faire remonter tout ça. On va faire un livre blanc avec leurs suggestions, leurs propositions, etc. Il y aura de bonnes idées, j'imagine, de bonnes réflexions. Mais il y a plein de trucs assez étonnants. Donc on fera un livre blanc d'ici un mois et on le remettra au président de la République, au président de l'Assemblée, au président du Sénat. Je suis sûr que pour la révision des règlements de l'Assemblée et du Sénat, ça va les intéresser. Non mais, moi je vais vous dire, et je le dis d'autant plus maintenant après ce qui s'est passé, avec la Marseillaise sifflée dans un stade, c'est que on est bien conscient que pour certains jeunes, les institutions, la République, la Constitution, c'est un peu loin. Et quand on me dit, oh là là, mais est-ce qu'il fallait aller sur ce genre de site et tout pour avoir ce type de débat, puisque je vois que certains sont très critiques, je leur dis, mes enfants, vous êtes gentils, mais il n'y a pas uniquement à Sciences Po qu'il faut connaître, défendre la République. Alors, moi, je veux que la Constitution, que la République, que nos institutions soient à la portée de tous et qu'on en débatte. Cette déconnexion dont parlait Nicolas Sarkozy pendant la campagne entre la politique, les politiques en général et les Français, mais particulièrement les jeunes, vous l'avez ressenti justement dans les remarques sur le blog? On la ressent chez beaucoup de jeunes, en même temps que on sent bien, ne serait-ce que par le nombre de connexions, on sent bien que beaucoup de jeunes, peut-être par l'action de Nicolas Sarkozy, justement très forte, qui veut remettre le politique en avant, on sent bien que beaucoup de jeunes reviennent et sont disponibles pour le débat public. Voilà, je ne dis pas qu'ils vont s'engager. Je vous dis qu'on a l'impression que certains d'entre eux se disent
Il y a peut-être quelque chose là. Et ils peuvent peut-être servir à quelque chose. Peut-être qu'ils peuvent servir. Oui. Merci beaucoup, Merci Roger Carucci. Merci bien. On va passer le dernier coup de fil maintenant. Juste après, on aura également Saveria Roger qui va venir pour les unes des journaux de demain. Une vidéo qui fait le tour du net, celle d'une bavure policière à la Cité des Bosquets de Montfermeil. Des images amateurs qui ont décidé la police des polices à mettre mardi 2 policiers en garde à vue. L'enquête se poursuit. Les images, puis le dernier coup de fil de Bouge la France. Voilà cette vidéo, vous l'avez peut-être vue sur Internet, avec une intervention policière. Il faut, si on raconte l'histoire depuis le début, les policiers avaient été accueillis par des jets de pierre et étaient intervenus. Alors, on appelle ça une bavure parce qu'effectivement, on le voit sur ces images, 2 d'entre eux ont molesté un jeune étudiant. Et nous sommes au téléphone avec Maurice Rachfus, président de l'Observatoire des libertés publiques. C'était le soir, bonsoir Maurice Rachfus. C'était le soir, justement, on en parlait à l'instant, du match de football France-Tunisie. Est-ce que ces images vous ont surprise? Parce que c'est vrai que beaucoup pensaient que ça arrivait de moins en moins, quasiment plus en France. Eh bien écoutez, moi je pense que ça arrive très souvent, mais qu'on n'est pas forcément informé. Je voudrais quand même rappeler tout de suite qu'il y a tout juste 3 ans et quelques jours près, à Montfermeil, 2 jeunes d'une cité, Bounet et Ziad, sont morts dans un transformateur électrique parce qu'ils fuyaient la police dont ils avaient peur, alors qu'ils revenaient de jouer au football sur un terrain vague. C'était juste avant les émeutes qui ont suivi pendant des semaines. C'est ça, il y a pratiquement 3 ans. Donc on voit que d'une manière ou d'une autre, les mêmes événements se reproduisent. Le garçon là, il s'appelle pas Bounet, il s'appelle Abdoulaye. Et que ça touche souvent des jeunes issus de l'immigration. Et face à une police, je ne sais pas, on n'a pas précisé si c'était les BAC qui étaient intervenus, mais on a le sentiment que pour une partie des policiers, c'est pas le maintien de l'ordre, c'est pas la sécurité, c'est la guerre. Oui, enfin, les pouvoirs publics ont quand même réagi puisqu'ils ont délégué une enquête de la police des polices sur cette bavure. Oui. Et il faut aussi, pour replacer les choses dans leur contexte, dire que le plus jeune d'entre eux, parce qu'il y en avait des policiers qui avaient 26 ans, il avait été agressé il y a 6 mois, où on avait jeté un cocktail Molotov à l'intérieur de la voiture. Il avait été sauvé, semble-t-il, d'extrême justesse. Oui, une chose est certaine, c'est que s'il n'y avait pas eu cette petite vidéo, on n'aurait pas, eu connaissance de cette bavure. Et des bavures de ce genre, ils s'en produisent pratiquement quotidiennement dans les banlieues. À Paris, il y aura bientôt plus de 11 000 nouvelles caméras de surveillance. Est-ce que justement, c'est une bonne chose de mettre des caméras pour permettre d'être transparent sur les actions de la police en particulier ? Oui, moi je pense que plus on est surveillé, moins on est en sécurité. J'ai entendu dire aujourd'hui... C'est paradoxal ce que vous dites, parce que c'est effectivement une caméra vidéo qui vous donne justement, qui peut permettre de dénoncer des actes comme ça. Non, ne confondez pas vidéo de surveillance dans les rues et caméra d'un amateur. Et j'ai entendu un magistrat dire aujourd'hui que s'il y avait 25% de policiers en moins, il y aurait 25% de délits en moins, et peut-être 25% de bavures en moins. Très bien, merci beaucoup Maurice Rachfus. Je vous en prie. Merci beaucoup. On passe maintenant à la une des journaux dès demain avec Saveria. Voilà, et c'est bien sûr la crise. Musique aussi en même voilà. temps. Voilà, on y va. Et c'est bien sûr la crise donc qui est encore et toujours à la une de vos quotidiens demain. Pour la Tribune, l'Europe est en mal de relance. Nicolas Sarkozy veut un gouvernement économique pour l'Union et la création de fonds souverains, des idées rejetées par Berlin mais aussi par Bruxelles. La crise et ses conséquences pour l'économie réelle à la une de la Croix. Sauver l'emploi, l'autre front du gouvernement. La lutte contre le chômage sera en effet la prochaine bataille à mener.
L'emploi, justement, et la Redoute qui va supprimer 672 emplois. C'est à la une de La Voix du Nord. Amertume chez les salariés touchés par cette restructuration et reportage donc dans La Voix du Nord. L'austérité pour le pays à la une de l'Humanité. Services publics menacés, budget amputé. Les Français payent la facture de la crise donc pour l'Humanité. Et on va terminer avec la sortie ciné de demain. Et c'est Mesrine qui fait la une de Libération. Libération qui, à l'occasion donc de la sortie du film sur la vie de... Voilà, exactement. Republie donc, Libération republie une interview de 1978 que Mesrine avait accordée au quotidien. Merci beaucoup. Pierre. Merci beaucoup, Séveria. On va se retrouver demain. Orséane Rousseau réalisait cette émission. Pierre-Henri Gergogne était là, comme tous les soirs. Xavier Lalu et Marie Billon préparaient ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à 22h. Merci, au revoir. Puisque la gauche est majoritaire partout, elle devrait l'être au Sénat. Projet de loi, question d'actualité au gouvernement, audition en commission. Sur Public Sénat, les ministres et les sénateurs ont la parole. C'est la confusion des gens. Vous êtes un insupportable interrupteur. Cet amendement, je le répète, indigne et je le dis en mesurant mes mots. La séance sur Public Sénat est habillée. Sur l'écran, vous découvrez toutes les informations pour comprendre les enjeux du texte. Monsieur le ministre, il faut vous apprendre à être discipliné, s'il vous plaît. La séance sur Public Sénat est décryptée, analysée et en direct. Public Sénat franchit un nouveau pas vers le canal plein et sera disponible 24 h sur 24 sur les réseaux ADSL Orange et Neuf le 9 octobre 2008. Montrez, expliquez, partagez. Public Sénat, chaîne d'information politique. Jean Arthuis, le président de la Commission des finances du Sénat, est notre invité de face à nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vos opinions, vos informations aussi peut-être, Jean Arthuis, sont très attendues dans ce contexte de crise multiple, crise financière, on semble en sortir, crise économique, l'économie réelle, comme l'on dit, est de plus en plus touchée, crise budgétaire, c'est le retour de l'État, mais à quel prix? Pour vous interroger ce soir, Jean Arthuis, Yannick Halimi du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire, Jean-Francis Pécresse des Échos. Bonsoir. Et Bruno Jeudi du Figaro. Première question, Jean Arthuis, sur la mise en œuvre du plan de soutien aux banques. On l'a vu, 10,5 milliards injectés dans les 6 principaux établissements français, que l'on disait pourtant solides. Alors pas tant que ça? Non, je crois que c'est pour accroître leur capacité de prêt. Il y a un coefficient multiplicateur des fonds propres. Plus il y a de fonds propres, plus on est en capacité de prêter. On peut peut-être s'étonner que certains de ces établissements cotés au CAC 40 et pratiqués comme la plupart des sociétés du CAC 40, le remboursement de capitaux propres. En 2007, le CAC 40 a rendu, je crois, 19 milliards à ses actionnaires. Enfin, ceci faisait partie d'une stratégie probablement à l'époque. Aujourd'hui, les banques y vont toutes ensemble. Je crois que c'était une nécessité, car si l'une d'entre elles seulement s'était présentée au guichet, peut-être que le signal donné à la communauté financière eût été difficile à gérer. Elles y sont allées groupées, donc, oui. Pour franchir le guichet de la honte. C'est comme ça qu'elles en parlent, paraît-il. Sans doute excessif, mais je crois qu'elles y sont allées de concert. Et c'est pour avoir les moyens de prêter aux entreprises, notamment aux PME et puis aux ménages. Les annonces se succèdent aux mauvaises nouvelles. Il y a quelques jours, on parlait d'un débouclage malencontreux pour les caisses d'épargne, donc avec une perte sèche. Et aujourd'hui, c'est l'État qui vole au secours des banques. Pour l'opinion, c'est très difficile à comprendre. Comment penser que ça peut s'expliquer, tout ça? Comment s'y retrouver? Les caisses d'épargne, là, sont venues chercher le double de ce qu'elles ont perdu. Bon.
Maintenant, reconnaissez que l'éthique est en train de progresser, puisque le président a démissionné, le directeur général a démissionné, mais il est parti dans une filiale démissionné sans parachute. On parle de monsieur Nicolas Mérindol. Alors, on s'arrête un instant. Parachutage annoncé de monsieur Mérindol à la tête du Crédit Foncier dont il était président non exécutif et dont il s'apprêterait à prendre la présidence exécutive. En termes de bonne gouvernance, j'étais toujours très impressionné par les contributions de l'association des entreprises privées, les rapports Bouton, les rapports Viennot 1, Viennot 2, règles de bonne gouvernance. Il faut démontrer que ce transfert correspond bien à la situation. Car si les caisses d'épargne ont perdu 600 millions, c'est parce que probablement elles se sont aventurées dans un métier qui n'était pas vraiment le leur. Je ne suis pas sûr qu'elles avaient des procédures de contrôle interne qui les autorisaient à prendre de tels risques. Alors attendez, on ne comprend pas bien, Jean Arthuis. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de cet ancien responsable donc, des caisses d'épargne à la tête du Crédit Foncier? Oui ou non? Non, il ne m'appartient pas de m'immiscer dans la gestion des entreprises. Choqué, oui ou non? Je dis simplement que c'eût été plus clair que de prendre franchement congé du directeur général. Très bien. Parce que le Crédit Foncier, que je sache, est dans le groupe des caisses d'épargne. On a vu par exemple M. Millot, l'ancien président des caisses d'épargne, renoncer à son parachute doré. Là aujourd'hui, vous dites à M. Mérindol renoncer à être parachuté dans une autre entreprise. Je pense que si on veut en sortir, on ne réglera pas tout par la loi, les règlements. Il faut aussi que ceux qui assument des responsabilités dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la finance, soient véritablement animés par l'éthique. En l'occurrence, pour l'instant, il n'est pas question de faire une loi sur les parachutes dorés. Mais sur toutes ces questions-là, je voudrais vous rendre attentif au fait que nous sommes entrés dans une économie qui est globale et qui est mondialisée. Vous pouvez, au plan national, prendre toutes les lois que vous voulez et vous faire des satisfactions extraordinaires. Je sanctionne, je mets des règles très strictes. Mais il vous échappe pas que si vous réglementez pour Dexia, par exemple, le siège est en Belgique. Pour EADS, le siège est aux Pays-Bas. Pour Arcelor, c'est au Luxembourg. Donc, si l'on veut être cohérent et échapper aux effets d'annonce avec ce qu'elles peuvent avoir quelquefois d'incantatoire ou d'illusoire, eh bien, je pense que les Européens doivent aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé à montrer il y a une semaine. C'est-à-dire la possibilité de travailler ensemble, de définir ensemble des principes et d'appliquer les mêmes règles, les mêmes dispositions sur l'ensemble du territoire européen. Faute de quoi, nos lois seront bien souvent des aveux d'impuissance. Sur les parachutes dorés, je crois qu'on en est encore loin. Mais je voudrais revenir sur le principe même de soutien massif des États au système financier et aux banques françaises, en l'occurrence en particulier. Est-ce que vous estimez que c'était nécessaire de mettre en branle ce plan de 260 milliards d'euros, je crois. 360, milliards d'euros, parce qu'il y a déjà certaines voix libérales qui estiment qu'après tout, c'était peut-être pas nécessaire au regard justement de la stabilité des bilans de nos banques françaises, qui sont vantés d'ailleurs et par leur président et par la commission bancaire et par c'est vrai. C'est vrai, mais on dit aussi qu'elles ne sont pas, par rapport à leurs concurrentes européennes, ne sont pas forcément les plus substantiellement dotés en capitaux propres. Et moi, je crois que cette loi était nécessaire. D'abord parce qu'elle donne au gouvernement un moyen d'action, au cas où. Et après tout, si cette loi ne servait pas, je serais le premier à m'en réjouir. Le problème, c'est la confiance. Avec ce tsunami venu des États-Unis, avec cette cupidité du monde financier anglo-saxon, qui a dû avoir quelques prolongements du côté de l'Europe, avec ce côté moutonnier, cette capacité à mettre sur le marché des titres dont on ne sait plus très bien ce qu'est leur consistance. Comme les banquiers ne veulent plus être ceux qui assument les risques,
Ils mettent en relation celui qui a de l'argent, l'investisseur, et puis celui qui a besoin d'argent, et on trouve des véhicules entre les deux, et on met ça sur le marché. Éventuellement, on se prend des commissions, donc beaucoup de cupidité. Et alors, comme on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, on fait appel à des agences de notation. Et pour peu qu'elles délivrent des appréciations flatteuses, eh bien, voilà, c'était bien noté. Alors on a acheté, on perd, bah oui, on a perdu. Alors il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Quand on vous entendant, donc cette loi était nécessaire. Oui. Elle a deux volets. On crée une société avec 40 milliards qui aura pour mission de souscrire du capital s'il y a besoin c'est ce qu'on a vu. De recapitaliser. Et c'est ce qui est en cours à hauteur de 10 milliards. Sur ces 40 milliards, on en a pris 10. On les donne aux banques pour que les banques prêtent plus aux PME. Oui. Est-ce que vous pensez que l'État a les moyens réellement de contrôler que les banques vont accroître leur capacité de prêt aux entreprises? J'ai vu l'esquisse du projet de convention qui sera soumise aux banques faisant appel à ces institutions nouvelles. Et il est prévu le respect d'un certain nombre de principes. Je souligne que dans le cas particulier, il y aura une rémunération. On parle de 400 points de base. Ça veut dire que le quasi-capital que sont les titres subordonnés à durée indéterminée, des obligations qui s'assimilent au capital, elles seront rémunérées quand même autour de, si c'est 400 points de base, ça pourrait bien être autour de 8%. Ça veut dire qu'il y aura... pour l'État, donc. On peut dire ça. Oui. Et par ailleurs, alors naturellement, ces sociétés vont emprunter. Mais je dirais que c'est du bon emprunt. Parce que la contrepartie, c'est un actif. Comment est-ce qu'on peut contrôler que les banques prêteront aux entreprises? Eh bien, alors, il y a d'abord la loyauté, le professionnalisme des banques. Je pense qu'il sera de la mission vous appelez à plus de contrôle, de la commission de la commission bancaire. Et je ne serais pas étonné que les parlementaires, les membres de la commission des finances faisant usage de leurs prérogatives de contrôle aillent de temps en temps demander aux banques ce qu'elles font de cet argent, puisque c'est un argent public qui est garanti par l'État. C'est pas l'État gérant, c'est l'État garant. Vous le ferez, vous irez. Et par exemple, comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez les cours des bourses exploser aujourd'hui, les cours des banques On a vu par exemple le Crédit Agricole plus 16%. C'était général. À la suite 10%. De la recapitalisation par l'État. Oui, il y a des mouvements, il y a une certaine nervosité sur les marchés. Je pense qu'il faudra prendre un peu de recul et attendre les jours et semaines qui viennent pour être en mesure de vérifier que la confiance est bien rétablie. Est-ce que l'État n'aurait pas eu des moyens renforcés de contrôle, justement, de l'argent public si l'État était carrément entré dans le capital de ces banques? Oui, mais alors ça posait un autre problème, parce que si l'État devient l'actionnaire de toutes les banques françaises, comment va-t-on encore faire jouer la concurrence entre les différentes banques françaises? Est-ce qu'il n'y aura pas une offense au principe de libre concurrence? Je pense qu'il n'est pas dans le rôle de l'État d'être gestionnaire de banque. Il l'a été, souvenez-vous. Moi, je m'en souviens bien. Début des années 90, comptoir des entrepreneurs, Crédit Lyonnais, Crédit Foncier et quelques autres. Bien que le Crédit Foncier, l'État n'était pas actionnaire, mais il était le garant et un peu le gérant, puisqu'il nommait les gouverneurs du Crédit Foncier de France. Donc je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État. L'État actionnaire, on l'a démontré maintes fois, très vite, il y a confusion des genres, et c'est, en cas de difficulté, en cas de sinistre, l'irresponsabilité partagée. Donc vous avez regardé les esquisses de conventions qui vont être passées entre l'État et les banques, et vous ne réclamez pas de contrepartie supplémentaire, ça vous satisfait? Ces conventions, mais elles valent ce que les hommes en feront, en l'occurrence les banquiers. Je suis très préoccupé par l'irrigation du tissu économique. Je voudrais être sûr que les PME, celles qui ont vraiment besoin d'argent, tout à l'heure j'évoquais ce CAC 40 qui rembourse 19 milliards à ses actionnaires. Formidable. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus opportun que le CAC 40 garde ces 19 milliards et propose à ses fournisseurs, à ses sous-traitants, de les payer un peu plus rapidement et de mettre un terme à cette pratique française singulière, affligeante, enfant du contrôle des prix, du temps où les grands distributeurs gardaient l'argent, puisqu'ils ne pouvaient pas faire de marge sur les produits, ils gardaient l'argent
et comme le taux d'intérêt était à 2 chiffres, bien souvent, le bénéfice de la grande distribution, c'était les produits financiers des paiements tardifs auprès de leurs fournisseurs. Donc cette pratique-là est extrêmement pénalisante. Je crois que de la part des grandes sociétés, ce serait leur honneur que de cesser de rembourser les actionnaires et de mettre l'argent qu'ils ont en trop à la réduction des délais de paiement de leurs fournisseurs. Plusieurs collectivités territoriales se trouvent aujourd'hui coincées par le fait qu'elles ont emprunté il y a quelque temps à des taux variables et elles sont étranglées. Il y a un département dont on a beaucoup parlé, qui est le département de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces collectivités territoriales? Est-ce que on n'est pas coincé par le principe d'autonomie financière? D'abord, quand on va sur ces terrains-là, il faut être conscient que les produits miraculeux, on vous dit voilà, les taux sont très faibles. C'est un peu comme les subprimes, n'est-ce pas? Si vous vous aventurez sur ces produits extrêmement sophistiqués, il faut vous faire accompagner par un professionnalisme. Sinon, vient un moment où, en cas de retournement de la conjoncture, vous risquez d'être sérieusement pénalisé. Alors, je pense qu'il va falloir trouver des accords entre les prêteurs et les emprunteurs, mais il n'est pas dit que ça doive être forcément l'État dont les moyens restent bien modestes et qui doivent voler systématiquement au secours de ces collectivités. Je crois que vous approuvez le déblocage justement en urgence de 5 milliards. Moi, je pense qu'il est très important que les collectivités territoriales qui assument pratiquement les 3/4 de l'investissement public en France ne se trouvent pas en rupture de paiement, parce que derrière les collectivités territoriales, derrière les services attendus de ces investissements nouveaux, il y a une chaîne de fournisseurs dont les entreprises vivent du fait des paiements qui sont débloqués régulièrement. Donc il n'est pas question de laisser en difficulté. L'État a pris ses responsabilités, notamment avec Dexia, en garantissant les emprunts jusqu'au 31 octobre, étant entendu qu'au-delà du 31 octobre, c'est le dispositif voté la semaine passée qui va prendre le relais. Et que dans ces conditions, il ne devrait pas y avoir de rupture dans l'obtention de liquidités par les collectivités territoriales. Pas toutes semblent annoncer aujourd'hui une hausse de la fiscalité locale. On le voit par exemple à Paris, plus 9%. Est-ce que l'État, lui, pourra résister à une hausse des impôts? Alors, d'abord, la hausse des impôts locaux, il faut bien voir que dans notre législation, elle ne se répercute pas complètement sur les contribuables. Prenez la taxe d'habitation, par exemple. Il faut savoir qu'un tiers des contribuables, en moyenne, ne paient pas de taxe d'habitation. Ils sont exonérés. Et donc, quand la collectivité locale augmente ses impôts, c'est l'État qui paye. Les contribuables locaux exonérés du fait de loi ouvrent droit à compensation par l'État. Vous avez un autre tiers des contribuables dont la contribution à la taxe d'habitation est plafonnée en raison de leurs revenus. Et donc ceux-là ne verront pas non plus l'impact de la hausse des impôts. Il n'y a qu'un tiers des contribuables qui le verront. On peut dire que la logique, quand des contribuables locaux attendent plus de services de leur collectivité locale, il n'est pas illogique qu'il y ait cette convention entre les usagers du service public local et les gestionnaires locaux. La convention, c'est si vous voulez plus de services, il faut qu'on investisse, il faut qu'on augmente un peu les impôts. Tout ça, c'est une facture pour 2009, puisque bon, l'augmentation des impôts locaux d'aujourd'hui, ce sont les factures de prochain. Pour reprendre la question de Michel Grossier, est-ce que l'État va pouvoir résister longtemps, lui aussi, à ne pas augmenter les impôts, comme le font aujourd'hui les communes, les départements, les régions? Madame Lagarde, Monsieur Woerth sont très sollicités. La discussion vient d'être ouverte à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2009. Et vous-même, ne manquez pas de les interroger. Alors, votre prévision à 1%, vous pensez que ça va être 1% et on commence à dire, ce sera peut-être moins. Madame Lagarde elle-même. Votre prévision à vous, Jean Arthuis? Moi, à l'heure où nous parlons, je n'ai pas de prévision, sinon que ce sera difficile et que la prévision est très aléatoire. Donc, on va parler. Elle se rapproche de celle prévue en Allemagne ou celle prévue aujourd'hui par. Ce qui serait intéressant, c'est que les Européens, dans le prolongement du beau mouvement qui a été manifesté il y a une semaine, essaient de se mettre d'accord aussi sur un consensus économique pour cadrer leurs prévisions. Vous n'allez pas me tarder à me dire et alors est-ce qu'il n'y aura pas un plan de relance aussi? Bon. On allait un peu plus tard. Mais est-ce qu'un budget à 52 milliards de déficit, est-ce que c'est pas déjà une relance que 52 milliards de déficit? Mais est-ce que vous seriez jusqu'où aller alors?
Si on continue, si on prend des nouvelles mesures de soutien, à mon avis, jusqu'à combien plonger? Ça ira au-delà, dès lors que la croissance ne sera pas au rendez-vous des hypothèses qui jusqu'à maintenant ont prévalu aux yeux du gouvernement. Et est-ce que c'est très grave? Parce que finalement, les critères de Maastricht sont terriblement assouplis pragmatiquement par tous les gouvernements. De toute façon, le traité d'Amsterdam de 97 prévoyait explicitement qu'en cas de récession, on suspend les critères et les sanctions qui sont mises en œuvre en cas de non-respect du déficit en deçà de 3% et de la dette publique au-delà de 60%. Et pour y avoir participé, nous avons veillé à ce que la décision ne soit pas celle d'un logiciel de votre ordinateur, mais que ce soit une décision politique. Donc, à situation économique exceptionnelle, naturellement, il faut répondre par des mesures pragmatiques qui consistent à constater que le déficit peut aller au-delà de 3%. Il y a tout de même certains de vos confrères sénateurs qui préconisent, par exemple, de revenir sur certaines mesures fiscales du paquet fiscal de l'an dernier, par exemple la déduction des intérêts des prêts immobiliers, la réduction des droits de succession. Est-ce que Yannick parle d'Alain Lambert, hein, pour ne pas le citer. Bon, qui est un sénateur UMP plus que remuant et même contestataire. Mais est-ce que vous le rejoignez sur cette idée de mettre entre parenthèses certaines mesures du paquet fiscal? Oui ou non, Jean? Mais est-ce que, très franchement, est-ce qu'en période où le risque de récession est réel, est-ce que c'est le bon moment pour augmenter les impôts? Vraiment, j'en suis pas sûr. Je suis pas un fanatique du paquet fiscal. J'ai eu l'occasion de le dire publiquement à la tribune du Sénat. Mais cela étant, et si aujourd'hui on devait faire un plan de relance, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à reprendre la plupart des mesures du paquet fiscal? Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas fait le plan de relance avec un an d'avance? Est-ce que sur la taxe professionnelle, par exemple, est-ce qu'il faut effectivement maintenir ce qui est dans le budget de 2009, c'est-à-dire une volonté de commencer à la réformer et à l'abaisser, ou est-ce qu'on peut marquer une pause en attendant que les comptes reviennent à meilleure santé? Je crois qu'il y a un vrai sujet. Au-delà de cette crise économique, crise financière, crise de confiance, qui affecte maintenant l'économie réelle. Mais ce qui me préoccupe, outre le déficit de l'État, 52 milliards, de la sécurité sociale, 10 milliards, c'est aussi la dérive commerciale. Le déficit va certainement être supérieur à 50 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on consomme plus que ce qu'on produit. Ça veut dire que notre compétitivité... c'est le commerce extérieur. Là. Oui. Ça veut dire que nous avons perdu en compétitivité. Ça fait 15 ans que je parle des délocalisations. On m'explique que tout ça n'est pas grave, que c'est très bien, que c'est formidable. Tu parles. Stupidité, visée. Il va falloir se demander si on peut continuer dans une économie globale, une économie mondialisée, à pratiquer des impôts comme la taxe professionnelle, qui sont des impôts de production, ou bien à financer la santé et la politique familiale par des cotisations assises sur les salaires. On en est encore au discours qui consiste à dire qu'il y a des impôts qui sont payés par les entreprises et d'autres qui sont payés par les ménages. Mais si l'on réfléchit un peu, y a-t-il un seul impôt payé par les entreprises qui n'est pas répercuté dans le prix qui est demandé aux consommateurs? Et donc les impôts sont toujours payés par les ménages. Même les parachutes dorés, probablement. Donc, tout cela m'incite à dire qu'il est urgent d'ouvrir certains débats sur notre architecture fiscale. La taxe professionnelle en fait partie. Dans mon département de la Mayenne, je rencontrais récemment les dirigeants d'une magnifique usine qui est à Laval, d'un groupe allemand, Capitalisme Familial, qui est à mon avis le plus sûr parce qu'il a des projets de long terme. Il n'est pas sous la tyrannie du court terme, comme tous les opérateurs de private equity, de hedge funds et autres. Donc, quand ils font l'analyse prévisionnelle, en Allemagne, pas de taxe professionnelle. En France, taxe professionnelle. Donc, il va falloir qu'on bouge. Mais il va falloir trouver la bonne feuille de route. Car si c'est pour reprendre la feuille de route d'il y a 4 ans, qui consistait à dire, voilà, il y a des entreprises qui vont gagner, mais ça ne coûtera rien aux consommateurs, alors ça, c'est pas jouable. Mais l'élu local que vous êtes, c'est très bien qu'il y ait des résistances profondes et de la part des élus locaux qui voient, en tout cas à court terme, une perte de recettes. Bien sûr, mais il faut que les élus locaux, comme les élus nationaux, sortent du court terme et s'interrogent en se demandant ce que seront nos communes dans 5 ans, dans 10 ans, et quelle sera la bonne fiscalité pour être prospère dans une économie globalisée.
Le court terme, pour l'instant, c'est le plan emploi que le président de la République s'apprête à annoncer dans les heures qui viennent. Peut-être avez-vous des informations. En tous les cas, il semble qu'on va ressortir quelques mesures déjà entendues, emploi aidé, mesures spécifiques pour l'automobile. Tout ça va contribuer aussi à... Comme mesure de relance, vous pourriez citer également le RSA. Le RSA, c'est 1,5 milliard. Enfin, le RSA, le temps qu'il soit appliqué, ça va prendre quelques mois quand même. Enfin, il y a des départements qui l'appliquent. En Mayenne. Bon. Voilà, Mayenne. Mais peut-être qu'on pourrait hâter le dispositif. Mais est-ce que ça crée de l'emploi, le RSA? Non, ça aide les gens qui sont un peu en marge, malheureusement, de retrouver le chemin du travail. Moi, j'ai vécu ça comme président de Conseil général. Depuis 2004, nous avons la responsabilité du RMI. J'avais donné l'instruction à tous mes collaborateurs que tous les RMistes devaient être guidés vers le travail. Et lorsque vous avez en face de vous une femme ou un homme dont les ressources sont très modestes et qui vous explique que reprenant du boulot, il va perdre 100 ou 200 euros par mois, votre détermination faiblit. Le RSA nous permet de surmonter cet obstacle. Mais les questions portées quand même sur les emplois aidés. Vous nous dites, Jean-Arthus, vous nous dites ce soir... Bon, alors, les emplois aidés... Qu'est-ce que vous dites ce soir? Toutes les mesures existent, elles sont sur la table, et on ne prend aucune mesure nouvelle dans le cadre... On ne va pas prendre l'expression tabou pour vous de plan de relance, mais on ne prendrait aucune mesure nouvelle à vous écouter dans le cadre d'un plan de soutien? J'ai pas dit ça d'abord. Je constate que dans la loi de finances pour 2009, on doit avoir à peu près 200 000 contrats... CAE, contrat d'accompagnement à l'emploi, 150 000 CAE, on doit avoir 50 000 CIE, tout ça va être s'appeler contre ça fait à peu près 200 000. C'est 220 000, je crois. Mais est-ce qu'il faut en faire plus? S'il en faut plus, on verra bien. Mais faut-il pour autant taper sur les tambours et annoncer cela aujourd'hui, alors que nous n'y sommes pas encore? Il faut être réactif, mais il faut aussi 40 000 chômeurs supplémentaires au mois d'août, sans doute des chiffres pas très positifs. Mais je me permets de revenir sur ce point particulier. Ce qui fait offense, c'est la perte de compétitivité. Oui. Et donc, nous avons là la manifestation de tous nos retards dans des réformes structurelles pour être plus compétitifs, et également dans nos prélèvements obligatoires, qui ne sont plus adaptés à une économie globale, qui sont devenus des activateurs de délocalisation d'activités et d'emplois. Vous défendez la TVA sociale, oui, ça c'est vrai. La TVA sociale, vous l'avez maintes fois exposé. Oui. En quoi, dites-nous, Jean-Arthus, ce soir, en quoi la crise financière et économique vous amène à faire des choix nouveaux? Parce que là, vous nous parlez effectivement de la TVA sociale, vous êtes un militant de longue date, vous nous parlez de mesures de soutien qui existent déjà. J'ai eu l'occasion, à maintes reprises dans le passé, de dénoncer les risques et les outrances d'une financiarisation débridée. J'ai essayé de rendre attentifs les responsables politiques, sociaux, économiques au phénomène de délocalisation pour jeter un autre regard et s'interroger sur l'avenir. J'observe qu'en France, aujourd'hui, ceux qui gagnent de l'argent sont plutôt ceux qui mettent sur le marché, qui font de la logistique, qui font de la finance, qui font de la communication, mais pas ceux qui produisent. Or, il va falloir quand même retrouver un potentiel de production. Ça, c'est un vrai sujet. Je vous dire sur le secteur de l'automobile, parce que c'est un secteur important en France, en difficulté actuellement, même si la France semble un peu moins... Le marché français résiste un peu mieux que les marchés voisins. Est-ce que vous pensez qu'il faut des mesures spécifiques, en plus de ce qui existe déjà en termes de bonus-malus, par exemple? Si on finançait autrement la santé et la politique familiale, ce que je propose, aussi bien pour fabriquer des Airbus que pour fabriquer des automobiles, ici en France, ce serait un gain de compétitivité considérable. Y compris sur des industries comme l'automobile, qui sont fortement à main-d'œuvre, enfin à valeur ajoutée très... Plus il y a de main-d'œuvre, plus il faut alléger les cotisations sociales, naturellement. Oui. Est-ce qu'une approche par filière, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est la filière automobile, est-ce que c'est la bonne idée? Parce que est-ce que ça risque pas de créer des demandes en chaîne ultérieurement? Je me méfie beaucoup de ces approches par filière. On va avoir des régimes particuliers pour les uns, pour les autres. Notre fiscalité française est devenue monstrueuse par la multiplication des particularités, des spécificités, des niches fiscales, des dégrèvements, des abattements, des réductions d'impôts, des défiscalisations, avec derrière des intérêts catégoriels. On a l'impression, à un moment donné, qu'on ne peut plus vendre un produit sans dire, écoutez, si vous l'achetez mon produit, vous paierez moins d'impôts. Il faudrait qu'on sorte de cette vision. En plus, on crée de l'instabilité fiscale. Et ça n'est pas sain. Je voudrais quand même revenir sur la question de Michel Grossior, sur la crise que nous vivons actuellement. Est-ce que ça entraîne chez vous des réflexions nouvelles, un monde nouveau? Et comment bâtir ce monde nouveau? Économiquement parlant,
Ou est-ce que effectivement on repart une fois que la machine sera relancée, on repartira comme avant, non, comme en l'an 40 je crois qu'on entre dans une ère nouvelle. Il y a nombre de revendications qui vont devoir s'apaiser, qui vont devoir être éclairées par la globalisation, par la mondialisation. Question qu'on hésitait à se poser. Notre modèle était le meilleur. Il y avait un modèle français, naturellement. Bon, on voit le résultat. Est-ce que c'est ce modèle français qui est en cause aujourd'hui? Parce qu'on entend beaucoup le président de la République dire que c'est pas du tout le modèle français. C'est le modèle américain. Anglo-saxon, le capitalisme financier. Ce qui est paradoxal. Non mais bon, quand on dit le modèle français, bon, je vois encore un Premier ministre qui monte à la tribune de l'Assemblée nationale ou du Sénat lorsqu'il prononce son discours de politique générale parce qu'il vient d'être nommé Premier ministre. Il a deux priorités. Lutter contre la vie chère et assurer le plein emploi. Dans l'état où sont nos lois, modèle français, ces deux objectifs sont incompatibles parce qu'on est en économie globalisée. Bon, alors je voudrais qu'on réfléchisse autour de ces questions. Ce qui est paradoxal, c'est que on est à ce point tendance à rechercher des préoccupations qui sont contradictoires. Mais le vrai paradoxe aujourd'hui, c'est que nous sommes victimes des outrances d'un libéralisme dérégulé, et c'est le retour de l'État, même aux États-Unis. C'est assez impressionnant de voir la puissance publique se substituer aux acteurs privés qui se sont empochés des bonus dans des proportions gigantesques et tout à fait indécentes, parfaitement scandaleuses. Donc on a le retour de l'État. Le seul problème, c'est que l'État, il est maître chez lui, c'est-à-dire sur un territoire, la France, pour nous Français, mais nous sommes en économie mondiale. Et s'il n'y a pas, je crois qu'il faudra des régulations, mais des régulations qui doivent avoir des résonances supranationales, vraies au plan européen d'abord. Quand on s'interroge par exemple sur les fonds souverains, qui commencent à inquiéter un peu ces fonds souverains, qui sont des accumulations. Inquiète qui inquiète un certain nombre d'opérateurs qui se demandent si les sociétés françaises vont pas être achetées demain par des prédateurs. Non, pas forcément, pas forcément. On trouve l'argent. C'est là où ils sont d'argent. Pourquoi? Le nouveau Bretton Woods, appelé de ses voeux par Nicolas Sarkozy. Ce sont les pays qui ont l'argent. Pourquoi? Parce que c'est les pays qui nous vendent du pétrole, qui nous vendent du gaz, qui nous vendent des biens de consommation, qui nous vendent des prestations informatiques, comme l'Inde. Bon, ce sont eux qui ont les capitaux maintenant. Et disons que nous, on a les dettes souveraines et eux, ils ont les fonds souverains. Des fonds souverains européens. Nicolas Sarkozy en a parlé. Très bonne idée. À Strasbourg. Et il est un peu contrecarré sur cette question-là également par l'Allemagne. Mais pour avoir des fonds souverains, ceux qui ont des fonds souverains, c'est ceux qui ont des excédents. Ah oui. Et pour faire des fonds souverains, qui est la meilleure idée qui soit, il faut d'abord faire disparaître les déficits. Sinon, comment financerez-vous vos fonds souverains? On a en France, par exemple, un fonds de réserve des retraites, formidable, 30 de milliards avant la crise boursière. Mais comment est financé le fonds de réserve des retraites? Par un supplément de déficit de l'État. C'est la logique des Shadocks. Donc, ne nous méprenons pas, nous ne racontons pas d'histoire. Je veux dire que aujourd'hui, les Français, ils attendent un discours de vérité. Et je fais le pari de leur intelligence. À charge pour nous, les politiques, de prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée de Nicolas Sarkozy de fonder un nouveau Bretton Woods élargi aux pays comme le Mexique, le Brésil, la Chine, la Russie? Il a raison. Parce que vous pensez que les Américains sont prêts à accepter cela? C'est pas commode avec les Américains parce que les institutions internationales ils sont à 2 semaines d'une élection présidentielle de leur système bancaire. Ils sont à 2 semaines des présidentielles. Il va falloir combien de semaines pour que la nouvelle administration se mette en place? On aura des difficultés pour obtenir rapidement des décisions. Cela étant, je crois que Nicolas Sarkozy a raison de poser les problèmes comme il le fait. Et peut-être que jusqu'à une période récente, on avait tendance à s'auto-censurer, pensant que c'était pas possible. Alors, c'est l'éternel dilemme. Est-ce que c'est difficile parce qu'on n'ose pas? Ou est-ce qu'on n'ose pas parce que c'est difficile? Jean-Francis. Oui, il y avait aujourd'hui à Paris une réunion de 17 pays organisée à l'initiative de la France et de l'Allemagne sur la lutte contre les paradis fiscaux. Est-ce qu'on n'en fait pas trop dans la lutte contre ces États qui, au fond, font du dumping fiscal, mais qui nous renvoient aussi notre propre image de pays avec une fiscalité très forte? Un certain nombre de fraudes sont activées par nos excès de fiscalité. Certains appelleront ça de l'optimisation fiscale. Il faut bien voir qu'on a maintenant des
C'est difficile de s'aligner sur la fiscalité monégasque ou du Liechtenstein. Oui, mais vous comprenez, c'est comme votre voisin d'immeuble, si vous êtes dans un collectif, il vous explique que lui, il se chauffe pas. Et il le fait parce que tous ses voisins se chauffent. Il y a quelques États comme ça qui vivent avec des dépenses qui ne sont pas vraiment à la hauteur d'un État souverain. Alors méfions-nous de tous ces trous noirs de l'économie qui sont des offenses à nos règles et à nos principes. Est-ce que vous avez toujours une vraie détermination à lutter contre ces paradis fiscaux qui seraient quelques 70 sur la planète, dont la moitié relevant de la couronne britannique? Il y a à la fois mais souvenez-vous les paradis fiscaux. J'ai souvenir qu'à une époque, sous le président Mitterrand, avec une majorité socialiste, pour préserver le dogme du nini, on repackageait des produits avec les sociétés nationales, et tout ça se dénouait dans des paradis fiscaux. C'est si vrai qu'à un moment, il a fallu prendre une disposition en loi de finances rectificative pour clore le dossier. Et probablement que des banques françaises ont été amenées, ou à un moment ou à un autre, à dénouer des opérations avec ces paradis fiscaux. Donc je pense que la tendance générale devrait être de lutter efficacement contre tous ces paradis fiscaux, contre le secret bancaire aussi qui fait offense à la coopération entre les administrations. On ne peut pas continuer à se battre pour défendre des standards sociaux, une certaine conception de la vie, des libertés publiques, et puis sanctionner ce que l'on peut identifier comme contrevenants et laisser des trous aussi béants. Vous avez une expérience de ce type de réunion des différents conseils européens. Vous avez été ministre de l'économie et des finances. Vous pensez que les Européens, dans leur ensemble, les 27 donc, peuvent aller vers des décisions communes sur ce terrain, alors que l'un des membres est lui-même qualifié de paradis fiscal. Oui, le Luxembourg qui se distrait aujourd'hui. Que vous avez montré du doigt il y a quelques mois. C'est possible ou est-ce qu'on est dans l'incantatoire? La Belgique est un paradis fiscal, l'Autriche est un paradis fiscal. Mais la France est un paradis fiscal pour les étrangers également. Oui, enfin, pour les monteurs d'opérations de private equity aussi, mais pas seulement la France, les LBO et tout ça. Mais est-ce que vous êtes optimiste sur une décision? Est-ce qu'on restera dans l'incantatoire? Revoir la convention qui lie la France et Monaco, par exemple. Là, la relation entre la France et Monaco, ça va bien. Parce que, je vous rappelle que le Premier ministre monégasque est nommé par c'est le gouvernement français qui fait ce qu'il faut. Lorsque le général de Gaulle s'était fâché dans les années 60, les Monégasques avaient calé. Et il n'y a plus d'évaporation entre la France et Monaco. En revanche, il y a certainement d'autres circuits en direction des autres États de l'Union européenne. Juste une réponse très brève. Est-ce que sur le Luxembourg, c'était opportun aujourd'hui de mettre en cause cet État qui préside l'Eurogroupe et alors qu'on a fait affaire avec lui pour reprendre Dexia? Est-ce que c'était... Vous savez, entre bons amis, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait de pudeur particulière. Moi, je suis intervenu il y a quelques semaines. Je vais le redire à Jean-Claude Juncker. C'est bien quand on nous explique qu'il faut qu'on respecte les 3%, mais quelquefois, il nous fait un peu les poches. Par exemple, lorsqu'il préserve le particularisme de la TVA luxembourgeoise sur le e-business, il oriente tous les grands opérateurs à se concentrer au Luxembourg. Il garde la TVA, même lorsque les services sont rendus en France, en Allemagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est pas vraiment conforme à l'esprit européen. Sur le financement de la crise, Monsieur Arthuis, on voit aujourd'hui, en tout cas en France, que c'est plutôt l'endettement qui est privilégié par rapport aux hausses d'impôts, en tout cas dans les propos, dans les paroles. Est-ce que vous estimez que c'est plus favorable de s'endetter que de faire payer les impôts par les générations actuelles, présentes? La responsabilité politique, le courage politique serait naturellement de financer les dépenses publiques, en tout cas les dépenses récurrentes de fonctionnement, les salaires des fonctionnaires, l'intérêt de la dette, non pas par un nouvel endettement, mais par des impôts, ou bien alors par des redevances, ou par des prestations qui seraient payées par les usagers. Mais conjoncturellement. Laisser un déficit aussi béant, on voit bien que depuis 30 ans,
nous accumulons les déficits. C'est comme ça qu'on a 1200 milliards de dettes. Et si demain les taux d'intérêt augmentent, quelle sera la charge publique de la dette? On s'est pris en 2008 pratiquement 5 milliards de charges de la dette de plus qu'en 2007. Qu'avez-vous pensé de l'incident de Dominique Strauss-Kahn au FMI? Est-ce que ça affaiblit la position d'abord bien sûr du directeur du FMI, mais également de la France qui semble être le leader de cette refondation du capitalisme dont on parle depuis le début de l'émission? J'ai pensé que une institution comme le FMI a forcément une gouvernance exemplaire et qu'il appartient aux administrateurs du FMI de faire bon usage de ces règles de gouvernance. Et il appartient au directeur général du FMI d'appliquer les règles? Il est chargé d'appliquer la politique, donc je me méfie de toutes ces histoires qui alimentent la chronique. Et j'ai un attachement profond à la présomption d'innocence. Très bien. Autre information en provenance de l'Assemblée nationale, la Commission des finances a adopté ce mardi un amendement qui est présenté comme visant directement Bernard Tapie, puisqu'il s'agit de taxer les indemnités supérieures à 200 000 € perçues pour préjudice moral sur décision de justice. Est-ce que vous suivrez vos collègues de l'Assemblée nationale sur ce point précis concernant Bernard Tapie? Ils ont souvent de bons amendements. Je verrai ce qu'il en est. Il y a une chose qui me choque un peu plus dans l'affaire Bernard Tapie, c'est que l'indemnité qui lui est allouée par le tribunal arbitral comporte intérêt, alors que les dettes de son groupe arrêtées en 1995, au moment du dépôt de bilan et de la liquidation, ces dettes-là ne portent pas intérêt. Et je trouve ça très choquant. Vous pouvez éventuellement remédier à cette situation? Je ne suis pas sûr de pouvoir y apporter une réponse juridique, mais je trouve très, très choquant cette dissymétrie. On a parlé tout à l'heure de la démission en bloc de l'état-major des caisses d'épargne. Est-ce que vous avez envie d'auditionner des banquiers aujourd'hui pour éventuellement trouver des responsabilités à ce qui s'est passé? Pas seulement aux caisses d'épargne, mais ailleurs. D'abord, les prérogatives de contrôle du Parlement sont limitées à la dépense publique. Il n'est pas dans notre mission d'aller nous substituer à la justice ou au contrôle prudentiel qui est exercé par la commission bancaire, au contrôle des marchés par l'autorité des marchés financiers. Vous aimeriez vous en saisir pourtant? Nous avons. Je suis pas sûr que nous soyons. Le plan de soutien public élargit peut-être de fait vos prérogatives. Alors, ce plan-là élargit nos prérogatives. Oui. Il sera de notre devoir d'aller vérifier que les engagements pris par celles des banques qui ont recours à la recapitalisation ou bien à des financements de moyen terme, il s'agit de fonds garantis. On aura des diligences où on les fera faire par d'autres, mais en tout cas, il sera de notre devoir de vérifier que cet engagement-là est respecté. D'accord. Question sur la Banque Centrale Européenne, dont on a vu qu'elle a fini par abaisser ses taux sous une forte pression politique. Est-ce que vous pensez que l'indépendance de la Banque Centrale Européenne peut sortir en l'état de la crise financière, ou est-ce qu'il va falloir revenir sur les règles de gouvernance? Je pense que tout serait infiniment plus simple s'il y avait un gouvernement économique européen. Car on a mis en place une Banque Centrale Européenne, mais je fais observer que l'euro est une monnaie orpheline d'État. On a fait le pari que le gouvernement viendrait, il n'est pas venu. Et il y a autant d'échos, bien souvent, que de ministres des Finances au sein de l'Eurogroupe, et sinon au sein de l'Union européenne. Quant au taux d'intérêt particulièrement bas, je vous rends attentif au fait que ce qui s'est passé aux États-Unis est largement la conséquence des taux historiquement bas, pratiqués depuis le 11 septembre 2001, et qui ont été des activateurs puissants d'inflation des actifs. Donc vous estimez que la Banque centrale a joué son rôle? Monsieur Trichet nous a sauvés, alors. Je pense que Jean-Claude Trichet a assez bien piloté la Banque centrale, ouais. Jean-Francis Pécresse. Donc on garde l'indépendance comme elle est, on ne touche pas aux règles qu'il a. Mais cette indépendance. Ou est-ce que le bon modèle, c'est je n'imagine pas un seul le modèle instant. américain, par exemple? Une coordination beaucoup plus forte entre les... Mais je pense que cette coordination a lieu. Très franchement. Mais elle a lieu maintenant. Trichet, je n'imagine pas que Trichet ne rencontre pas régulièrement les ministres des Finances, ne rencontre pas les responsables politiques. Il y a une osmose qui n'est peut-être pas sur la place publique, mais je suis convaincu qu'elle existe en permanence. Très bien.
Jean Arthuis, merci d'avoir répondu ce soir à toutes mes questions, donc ces questions pressantes sur tous les aspects de cette crise. Merci à tous, merci à vous, bonsoir.